Bonjour, bienvenue sur Arpac TV. Aujourd'hui, nous allons parler justice avec une avocate, Maître Aminata Sonko. Maître, merci de m'accueillir dans votre bureau. Présentez-vous brièvement. Alors, je m'appelle Aminata Sonko, je suis avocate au barreau de Lyon maintenant depuis plus de 10 ans. Et j'exerce cette profession donc, sur Lyon et sur toute la France et également au niveau international. Avez-vous pratiqué une autre profession avant de devenir avocate? Alors oui, avant de devenir avocate, j'ai eu une autre vie. Alors, j'ai été journaliste, je faisais des chroniques à la radio. J'écrivais également des articles pour certains magazines. Et ensuite, je suis rentrée comme attachée territoriale au conseil régional de Rhône-Alpes. J'étais d'abord au service des assemblées, auprès des élus, et puis ensuite on me mutait directement au cabinet du président. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à changer de profession? Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment changé de profession, mais en tous les cas, quand j'ai exercé ces différents métiers, parallèlement, je continuais mes études, et donc j'ai préparé une thèse. Parce que moi, j'ai toujours été passionnée par le continent africain. Et donc, cette thèse s'intitulait « La résolution des conflits en Afrique subsaharienne, enjeux et perspectives ». Et quand j'ai eu cette thèse, on m'a dit « Mais de toute façon, vous êtes très éloquent, pourquoi vous ne faites pas avocat ?» C'est comme ça que je suis allée m'inscrire à l'école des avocats. Et j'ai obtenu mon diplôme. Et voilà, j'ai exercé ensuite la profession d'avocat. Alors, êtes-vous spécialisé dans quel domaine? Alors, mes différents domaines d'intervention sont d'abord le droit des affaires à l'international, donc au niveau national, mais beaucoup à l'international. J'ai beaucoup de sociétés africaines ou en tout cas même des sociétés françaises qui souhaitent s'installer en Afrique et notamment en Afrique de l'Ouest qui me contactent. Je m'occupe également du droit privé, tout ce qui est question de droit privé international, donc les questions de succession. Vous savez, il y a beaucoup de membres de la diaspora qui décèdent en France ou à l'étranger et qui avaient des biens, notamment en Afrique, et qui souhaitent qu'on s'occupe de leurs dossiers. Donc beaucoup de dossiers à l'international. Et également, récemment, j'ai le dossier des orphelins. Les orphelins de la première guerre du Golfe, dont je m'occupe pour la liquidation de leurs préjudices, donc le calcul de leurs préjudices et la liquidation de leurs préjudices. Et il faut savoir que c'est un contentieux qui date depuis plus de 30 ans que j'ai récupéré. Alors, une question très indiscrète, si je ose me parler, ainsi, comment vous avez eu ce dossier? Tout en gardant, je sais, le secret professionnel. Alors, on va dire que... Alors, je ne sais pas si le hasard existe ou n'existe pas, mais en tous les cas, voilà, le hasard faisant bien les choses, j'ai une personne que je connais, qui est de mon entourage proche, qui connaissait un des orphelins de la première guerre du Golfe. Et il m'a évoqué ce dossier, et tout en discutant, je lui ai dit, mais c'est bizarre, ça fait quand même 30 ans de contentieux. Et puis, elle a appelé une des responsables du collectif, et on a pu échanger. Et puis, en échangeant, ils se sont dit, de toute façon, nous, ça tombe bien, on voulait un avocat avec une stature internationale, parce qu'on a pris des avocats locaux, mais on a l'impression que le dossier piétine, et donc il faudrait qu'on puisse parler de ce dossier à l'international, et pour cela, on a besoin vraiment de quelqu'un qui soit à l'extérieur et puis qui puisse nous représenter. Mais le jour où ça va passer en justice, vous allez plaider où? En France ou au Sénégal? Non, c'est un dossier qui m'oppose à l'État du Sénégal. Il faut savoir que, alors je vais entrer un petit peu plus dans les détails, hein. Il faut savoir que c'est un dossier qui date des années 90, lors du premier conflit, hein, concernant la guerre du Golfe. Il faut savoir également que le Sénégal est doté d'une belle armée et souvent, dans le cadre notamment des résolutions de l'ONU, on dépêche des soldats qui doivent aller sur le terrain, sur des terrains internationaux. D'ailleurs, c'est même le cas actuellement au Mali. Mais pour en revenir à ce qui se passait dans le Golfe, donc plus de 90 soldats
étaient partis, en tout cas en ce qui nous concerne, et ont emprunté un avion de l'Arabie Saoudite. Malheureusement, cet avion a fait un crash. Et lorsqu'il s'est crashé, bon, 90 personnes, plus de 90 personnes sont mortes, donc sont décédées, laissant derrière elles veuves et enfants. Et donc, d'après les derniers éléments qu'on a pu feuilleter, il y aurait eu des indemnisations versées par différents États. Donc, on nous parle du Koweït de l'époque, de l'Arabie Saoudite, puisque c'est un avion saoudien. Et également, on constate qu'il y a des résolutions de l'ONU qui parlent également, qui évoquent des indemnisations, sans rentrer dans les détails formels du dossier. Et donc, la question actuelle, c'est d'interpeller l'État, à savoir, mais il y a eu des indemnisations, l'avion était assuré, pourquoi cela fait plus de 30 ans que ni les veuves n'ont été indemnisées, ni les orphelins n'ont été indemnisés. Et quand je parle d'indemnisation, je ne parle pas forcément que de l'indemnisation financière. Alors c'est vrai que quand on parle d'assurance, on parle tout de suite de capital. Il y a également la prise en charge au titre du fait que ces soldats sont partis mourir en héros pour une nation. Et quelque part, les orphelins qui sont restés auraient dû être pris en charge, ne serait-ce que pour des bourses d'études par l'État du Sénégal. Et aujourd'hui, on se rend compte que rien n'a été fait. Donc il faut simplement interpeller en premier lieu l'État du Sénégal pour engager sa responsabilité et sa responsabilité de par le présent, mais également de par le passé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Obtenir des réponses, parce que quand on regarde l'historique, on voit quand même qu'il y a eu des indemnisations. Où sont passées ces indemnisations et pourquoi n'ont-elles pas été versées donc là, une grosse partie aux familles éplorées. Donc tout ça, ça pose aujourd'hui question. Donc il y a un détournement, si je peux me permettre, un détournement d'argent, parce qu'ils ont été indemnisés, mais on ne sait pas où est passé l'argent. Alors je ne sais pas, enfin, en tout cas, ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement actuel. Il faut être prudent dans ce type de dossier. En tout cas, aller pas à pas et interpeller, peut-être désarchiver, parce que aujourd'hui, plus de 30 ans après, ça relève des archives nationales, voire internationales. Et alors, s'il y a eu des tournements, on le saura de toute façon tôt ou tard. Si il y a eu un problème de, de traçabilité, on le saura également tôt ou tard. Si le dossier est bloqué par rapport à des paperasses administratives, on le saura également. Donc aujourd'hui, c'est trop tôt pour parler de détournement, mais vous savez très bien comment ça se passe en Afrique. L'État se sert déjà en premier, et après, les petites gens, soit on y pense, soit on n'y pense pas. Et la plupart du temps, on n'y pense pas. Ok, maître. Quel conseil, maintenant on va changer un peu de registre, quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui voudrait embrasser votre carrière? La persévérance, la persévérance, parce que alors c'est vrai que c'est une belle profession, mais les gens pensent tout de suite, avocat c'est du rêve. Vous avez toutes les séries américaines qui vous montrent la vie des avocats, etc. Et vous avez l'impression que c'est une vie de rêve. Et finalement c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de rigueur, c'est beaucoup d'énergie. Et si vous n'êtes pas persévérant ou rigoureux en fait dans cette profession, vous n'allez pas vous en sortir. Voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment la persévérance. D'accord. Quelles sont vos perspectives d'évolution? Bonne question. Alors moi, quand j'ai embrassé la profession d'avocat, je me suis dit, bon, je ne ferai peut-être pas avocate toute ma vie, au bout d'un moment je changerai. Aujourd'hui, le métier d'avocat me plaît encore. J'ai 42 ans. Bon, jeune. Ouais, je suis encore jeune, mais j'ai 42 ans, j'ai un beau cabinet. Aujourd'hui, j'ai 2 assistantes, une stagiaire. Alors, je dirais mes perspectives d'évolution, peut-être d'ouvrir un cabinet, pas qu'à Lyon, mais dans un territoire africain. Alors, ça peut être le Sénégal, ça peut être la Côte d'Ivoire, le Congo. Voilà. Mais en Afrique. Afrique francophone? Oui, Afrique francophone. Afrique francophone. On m'avait proposé le Ghana à une période, mais c'est vrai que moi j'ai plus d'attache, j'ai plus d'affinité avec l'Afrique francophone.
Et puis ma clientèle est surtout francophone. Donc aujourd'hui, en tout cas à court terme, voire à moyen terme, ce serait d'ouvrir une structure à l'international, et notamment en Afrique. Alors, maître, en tant que femme franco-sénégalaise, avez-vous connu des discriminations et du racisme dans votre profession? Alors, vous savez, si vous m'aviez posé la question peut-être il y a 10 ans, j'allais vous dire oui, parce que déjà j'avais moins d'expérience, et puis avec le temps, on voit les choses différemment. Dans la profession en tant que telle, je vais vous dire oui, et je vais vous dire non également, parce que c'est assez compliqué. Vous savez, quand j'étais plus jeune, quand il se passe quelque chose, on se pose plein de questions, on se dit ah, peut-être que c'est parce que je suis noire. Et alors je vais vous donner des anecdotes, mais je ne sais pas si c'est la discrimination en tant que telle ou si c'est plutôt des préjugés. Moi je dirais que c'est plutôt des préjugés. Parce que la discrimination vous empêche en fait de faire carrière. Alors si je dis que j'ai subi de la discrimination, elle, de toute façon elle a fait carrière, elle a un beau cabinet, elle s'en est bien sortie. Non. Alors je dirais que non, j'ai subi des préjugés liés à ma couleur de peau. Et aussi au fait que je sois une femme, et que je sois d'origine africaine. Mais excusez-moi, maître, par rapport à vos clients ou par rapport les deux. Les deux. Et des fois par rapport à certains magistrats. Mais alors les préjugés c'était, je vais vous donner une anecdote. Un jour je vais dans une autre juridiction, pas forcément à Lyon. Vous n'êtes pas forcément connu, puis vous arrivez, vous êtes jeune. Bon, je suis toujours jeune, mais à l'époque, je faisais vraiment plus jeune. Oui, il y a 10 ans. Vous avez de l'expérience maintenant. Voilà, il y a 10 ans, et puis physiquement, il y a 10 ans, j'avais peut-être pas le même gabarit, j'étais, voilà. Bon, j'arrive, et puis, avec ma mallette, enfin, mes dossiers sous le bras, et bon, c'était un procureur, hein. Je l'ai su après. Et puis, il me dit, vous passez par l'autre porte. Parce que vous savez, il y a une porte pour le personnel judiciaire, et puis il y a une porte pour les justiciables lambda. Donc il me demande de passer à gauche. Je lui dis, mais je comprends pas, je dois passer par cette porte, je suis avocate. Parce que vous savez, on n'a pas à nous fouiller, on peut avoir des dossiers assez confidentiels ou liés par le secret de l'instruction, donc généralement, on a une dispense de fouille. Je lui dis, il est hors de question que je passe de l'autre côté. Non, 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 vous passez de l'autre côté. Et puis je ferme la porte derrière moi. Et puis je me suis pas laissé faire, je passe. Et puis le policier qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais je suis avocat. C'est vrai que j'ai pas la bonne couleur de peau, mais je suis quand même avocat. Et je pense que j'ai le droit de passer par là. Ah oui, maître, vous pouvez passer. Donc ça, c'est des préjugés. Il ne s'est même pas excusé, excusez-moi, maître. Il s'est même pas excusé après? Quand même? Parce qu'il vous dit, non, 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 vous passez par la porte. Non, c'est pas trop le type des magistrats de s'excuser. J'en ai vu un qui s'est excusé un jour, mais ça, c'est quand vous faites preuve de grandeur, mais généralement, non. Lui, s'était pas excusé. Bon, c'était normal. Une autre fois, j'ai eu la même chose avec une greffière. Ah, vous passez de l'autre côté. Je dis, mais non, mais je suis avocate. Non, vous devez passer de l'autre côté. Vous ne prenez même pas ce que je dis. Et puis à la fin, quand je lui sors mes cartes, elle m'a dit, non, mais mec, je ne le savais pas. Et je lui dis, oui, c'est vrai, j'ai pas la bonne couleur de peau, mais je suis quand même avocate. Non, c'est pas ça, c'est que vous n'avez pas parlé assez fort. Bon. Alors. Il faut trouver les excuses. Voilà. Mais... pour moi, la discrimination, elle empêche d'accéder. J'ai accédé parce que peut-être je me suis battue, j'ai lutté. C'est vrai que moi, je dirais qu'il y a des préjugés. Mais peut-être qu'il n'y a pas de discrimination. Voilà. Mais moi, les préjugés qui m'ont été opposés ne m'ont pas empêché d'avancer. Et d'ailleurs, le plus grand honneur qu'on avait fait cette année, c'est de me donner un trophée en 2021. Donc une reconnaissance par l'ordre des avocats du barreau de Lyon, je crois qu'il est là, la reconnaissance. C'est parfait, on va le montrer au caméraman. Voilà. Très très bien. Prix de la meilleure action réalisée à l'étranger par un avocat individuel. Donc ça m'a été délivré par le barreau de Lyon. Donc aujourd'hui, dire que la France est discriminante, non, mais elle est nourrie de préjugés. Et les préjugés, c'est ce qu'il faut essayer de faire déboulonner, c'est-à-dire que de manière individuelle, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des réussites dans notre pays. Et que, quelle que soit la couleur de peau, ce qui était valable il y a 10 ans, 20 ans, etc., ne l'est plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez
des modèles. Moi, à l'époque, peut-être j'en avais moins, mais vous avez des femmes qui sont journalistes, vous avez des femmes qui sont avocates, vous avez des femmes qui sont médecins, d'origine africaine. Et ça, oui, alors la société n'est pas discriminante, moins que certains pays comme l'Italie, etc., où c'est encore plus difficile d'accéder à des postes de cadre. Aujourd'hui, en France, on peut accéder à des postes de cadre, mais il reste des préjugés. Voilà. Et après, quand la personne, elle se rend compte que vous êtes d'un certain statut social, il y a un respect quand même. Donc, dire que tout est noir, c'est pas vrai. Mais il faut se battre. Et il faut peut-être se battre 2 fois plus que les autres, mais une fois qu'on se dit qu'elle est compétente, elle a les épaules solides, assez larges, et bien finalement, il y a plein de boulons qui sautent, et on se rend compte que finalement, bon, la France peut être un beau pays. Je dis peut-être. Voilà. Si on arrive à faire sauter tous ces préjugés. C'est-à-dire que vous venez de me dire que en France, il y a quand même beaucoup plus de possibilités que dans certains pays européens, comme vous avez cité l'Italie. Oui, ouais. Oui. Regardez cette ministre d'origine africaine, je crois qu'elle était d'origine congolaise, qui, à chaque fois qu'elle allait à l'Assemblée italienne, se faisait huer. Dans la rue, des fois, elle se faisait cracher dessus, etc. En France, voilà. En France, bon, il y a eu le cas de Taubira, etc. Il y a toujours une limite. Il y a quand même ce respect dû à la fonction. C'est-à-dire que quand on sait que vous avez une fonction, on ne va pas aller trop loin. Voilà. Bon, il y aura toujours au début des préjugés, on va se dire, bon, on va être méfiant, etc. Mais si vous êtes efficace, si vous faites bien les choses, on va vous laisser. Vous êtes connu, reconnu quand même. Oui, on va vous laisser, voilà, on va vous laisser, on va vous reconnaître, on va dire, bon, elle est peut-être un noir, elle était d'origine africaine, mais elle est compétente. Voilà. Et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, il y a... Moi, quand des personnes viennent en stage, je leur dis, mais quel métier vous voulez faire? Il n'y a pas de verrou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en France, si vous avez les compétences, si vous avez les diplômes, eh ben, vous pouvez accéder à n'importe quelle fonction. Et surtout si vous vous battez encore beaucoup plus que les autres. Tout à fait. Mais si vous n'avez pas de diplôme, vous ne pouvez pas être médecin. Voilà. Que vous soyez blanc, noir, asiatique ou indien, si vous n'avez pas les diplômes, vous ne pouvez pas. À partir du moment où vous avez les diplômes, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait les diplômes et qu'on a empêché d'exercer. Voilà. Après, on peut empêcher d'exercer telle ou telle personne à cause du voile, mais ça, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, en tant qu'Africaine, aujourd'hui, je n'ai pas de discrimination par rapport à mon exercice. Je peux l'exercer comme je veux. C'est plutôt des préjugés, comme vous avez dit. C'est plus des préjugés. Bon. Mais en forme de racisme, parce que quand même, c'est des préjugés, c'est quand même assez grave. Oui, fondés sur l'origine ethnique, ça c'est sûr, et surtout sur la couleur de peau, ça c'est sûr. Hein. Mais quand il y a la compétence, est-ce que le racisme disparaît? C'est ça qui est beau en fait. C'est-à-dire que quand la compétence est là, quand les actions sont là, ben, le racisme disparaît. On se dit, mais punaise, j'ai été idiot. Et c'est là qu'on voit que quand même, on est des intellectuels. Par exemple, dans ma profession, on a des intellectuels, on a des gens qui réfléchissent, on a des avocats. Et c'est vrai que si vous êtes compétent, aujourd'hui, un petit peu comme aux États-Unis, mais les États-Unis avaient quand même de l'avance sur nous, mais aujourd'hui, vous pouvez avoir des fonctions. Il y a des bâtonniers qui étaient d'origine africaine, il y en a un qui était à Grenoble d'origine malienne, je crois, un bâtonnier. Et ça, c'est magnifique, finalement. Il y a eu des maires en France qui étaient d'origine africaine. Donc, il n'y a pas vraiment de verrou, en tout cas, ethnique, en France. Il va y avoir d'autres verrous liés aux préjugés, etc. Mais ce n'est pas des verrous qui vont vous empêcher d'exercer. C'est des verrous qui vont peut-être vous faire de la peine à un moment donné, mais si vous vous battez, si vous montrez votre compétence, au bout d'un moment, ça va sauter. Ok, maître, une dernière question. Est-ce que vous voulez dire quelque chose que j'aurais oublié de vous demander, mais à vous qui vous tienne à cœur dans votre profession? Dans ma profession, quelque chose qui me tient à cœur, c'est... en fait, j'aimerais... Mais je pense qu'on y est arrivé. Hein. Vous savez, moi, j'avais beaucoup lutté pour qu'on soit plus solidaire dans notre profession. Pour que, en fait, il y ait une forme d'entraide entre avocats. Parce que quand vous arrivez, vous vous sentez souvent seul, vous dites que c'est un milieu de requins, parce qu'on est là pour gagner nos affaires. Hein. Moi, quand j'ai un dossier, je ne vais pas forcément faire de cadeaux à un autre confrère, etc. Donc moi,
Aujourd'hui, j'aimerais qu'on développe cette confraternité, cette solidarité entre confrères, cette bienveillance. Voilà, c'est vrai qu'il y a, moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'avocats en France, mais il y a de la place pour tout le monde. Et moi je pars du principe que chacun doit trouver sa place à un moment donné, à un niveau, pour pouvoir exister. Si vous m'aviez dit la même chose il y a 10 ans, peut-être j'aurais été pessimiste. Mais aujourd'hui, en tout cas, je suis sur une autre lancée, je suis plutôt optimiste. Et je me dis que, comme il y a de la place pour tout le monde, à nous de trouver une forme d'entraide qui permette à chacun de développer son activité. Moi, aujourd'hui, ça me rend triste parce qu'on me dit qu'il y a beaucoup d'avocats qui quittent notre profession parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils travaillent trop, parce que soit ils ne gagnent pas leur vie. Alors que quand vous rentrez dans ce métier, vous le faites par passion au départ. Moi, je ne connais pas un avocat, une personne qui a embrassé cette profession sans être passionné. Soit vous êtes passionné par le droit, en tout cas, vous êtes passionné par la justice. Quand vous êtes passionné par la justice, c'est quelque part, vous avez un bon fond et que vous avez une humanité. Et c'est pour ça que, comme je vous le disais, on est des intellectuels et quand vous mettez les personnes en face de leurs contradictions et en face de leur humanité, parce qu'on est tous des êtres humains. On parle d'être humain, donc être doté d'humanité. Donc quand la personne est dotée d'humanité, elle s'ouvre au monde, elle s'ouvre aussi à la différence, et elle s'ouvre aussi à l'entraide. Donc ça, c'est le premier conseil que j'aimerais donner à mes confrères. Et j'aimerais également parler de ce que je fais aussi au niveau humanitaire en Afrique. Ah bon? Vous avez une association? Oui. Ah, parlons-en. Voilà, donc je suis présidente du Fonds international de solidarité pour l'Afrique. Alors c'est un fonds qui vise à aider les jeunes en France, dans les dom-toms, et aussi en Afrique. L'objectif au départ du fonds, c'était d'éviter que les jeunes prennent les pirogues. Voilà, en leur disant que l'Eldorado, vous pouvez l'avoir n'importe où. Pas forcément ce qu'en France. Alors c'est vrai, les gens vont dire c'est facile pour vous de parler, etc. Oui, parce que vous êtes en France, vous êtes avocate, oui, voilà. votre frère. Sauf que moi, j'avais rien aujourd'hui qui me destinait forcément à réussir dans un pays qui était étranger pour mes parents. Et certainement, les gens qui sont en Afrique, alors je ne vais pas cracher sur eux, mais en tous les cas, il y a beaucoup de personnes qui avaient les moyens de se payer une formation. Quand vous voyez qu'on vous demande 5 000, 6 000 euros pour embarquer dans une pirogue, si vous prenez les mêmes 5 000, 6 000 euros et que vous payez une formation diplômante en Afrique, ou que vous mettez les 5 000, 6 000 euros, pas forcément dans votre formation, mais dans un commerce, vous pouvez évoluer. Moi, j'ai des clients aujourd'hui qui sont millionnaires, milliardaires en francs CFA, en Afrique. Donc c'est possible. L'Eldorado, il existe de partout. Les seules menottes, elles sont intellectuelles en fait. C'est pas disons que c'est pas parce que vous êtes né en Afrique que vous êtes forcément pauvre, que vous êtes voué à l'échec. Il y a des Africains qui sont très riches aujourd'hui et qui étaient dans la misère, qui sont nés dans la misère, qui sont nés dans des petits villages, mais qui ont essayé de dépasser. Donc, oui, vous pouvez sauter dans comment ça s'appelle? Dans une pirogue, lorsque votre pays est en guerre, lorsque vous n'avez pas le choix, etc. Mais quand vous êtes face à des difficultés économiques, vous donnez quand même 5 000, 6 000 euros à un passeur pour vous faire venir en France. Donc pour moi, vous entrez dans une nouvelle misère. Parce que vous et le patient d'arriver vivant en plus, oui. C'est ça, malheureusement, on voit beaucoup de cas. 90% des personnes vont peut-être mourir, attraper des maladies. Et puis quand vous venez ici, vous n'avez pas de papier. Vous allez galérer pendant combien de temps dans la clandestinité? Vous n'avez pas avoir de papier. Donc c'est notre misère, c'est notre misère. Donc ce fonds, c'était ça l'objectif au départ. Et puis après on l'a développé. Parce qu'on s'est dit que la misère elle était partout. Elle était en France, en Afrique, dans les dom-toms. Et on a ici un soutien psychologique, social et des fois judiciaire. Il faut savoir qu'on a des bienfaiteurs qui, grâce à l'association, peuvent aider des gens dans le financement de leur action judiciaire. Vous savez, quand vous avez des actions judiciaires, admettons à l'international, j'ai eu à défendre le cas d'une fille en Arabie Saoudite qui était accusée du meurtre de son employeur. Et quand c'est comme ça, la personne n'a pas de sous, puisque c'est une domestique. Donc qu'est-ce que vous faites?
parce qu'il faut bien payer les communications, il faut bien payer, faut payer des fois les déplacements, voilà, même sur place, etc. Donc, je suppose qu'il n'y a pas d'aide judiciaire là-bas. Non, voilà, non. Et c'est pas comme chez donc nous. vous faites appel à des bienfaiteurs, pas forcément pour ce dossier, mais pour d'autres dossiers qui peuvent être similaires. On fait appel à des bienfaiteurs qui vont aider ces personnes-là à soi-même se nourrir, se vêtir, apporter une assistance psychologique, etc. Et dans certains cas, payer des frais de justice ou d'avocat pour pouvoir faire des recours. Donc voilà, donc cette association, parce que pour le moment c'est une association, elle s'appelle FISA. Et on va certainement prochainement la modifier et en faire une fondation. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais je suppose que vous n'êtes pas seul de travailler avec cette association. Non. Donc, non. On a des membres honoraires, on a des membres bienfaiteurs. J'ai un vice-président qui est Monsieur Lorsolde, avec qui je travaille beaucoup et qui est retraité, et qui a beaucoup d'expérience dans le conseil, dans l'accompagnement. Et je travaille également avec des juristes, des assistantes juridiques, avec toutes les personnes de bonne volonté, voilà, certains journalistes, voilà, des personnes de bonne volonté qui vont apporter un soutien. Et puis toutes ces personnes-là le font bénévolement. Et j'ai même des personnes qui ont assez les moyens et qui, même sans vouloir parler de défiscalisation, vont aider les personnes. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça passe même pas forcément des fois par notre association, c'est-à-dire qu'on fait un chèque directement à ces personnes-là pour leur venir en soutien. Vous savez. Et puis il y a également des personnes en Afrique qui n'arrivent pas à se soigner. Quand vous voyez des personnes qui doivent être évacuées vers le Maroc, parce que c'est le plus proche, vous êtes au Sénégal, vous avez une tumeur, on ne peut pas vous soigner sur place parce qu'il n'y a pas forcément de matériel adéquat, de personnel adéquat, on doit vous exfiltrer vers le Maroc, et sans argent, vous faites quoi? Vous ne pouvez pas vous soigner. Donc vous êtes obligé de faire appel à des membres bienfaiteurs, à des gens qui vont cotiser, qui vont dire, bon ok, je prends en charge le billet, moi je prends en charge l'opération, moi je prends en charge l'hébergement sur place, etc. Voilà. On peut appeler ça du grand humanisme. Oui, c'est de l'humanisme. Oui. C'est de l'humanisme. Voilà, c'est de l'humanisme et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis j'ai également cette école en Casamance dont je m'occupe et dont je prends en charge tous les mois. Là, c'est plus à titre personnel parce que voilà, je prends en charge tous les mois le salaire d'une enseignante. Parce que j'ai trouvé cette école dans un état un petit peu dramatique. Donc voilà, c'est un petit peu ma contribution. Et ça m'aide à me lever tous les jours et à me dire, voilà, je sais pourquoi je travaille. Je sais pourquoi je travaille ou pour qui. Parce que les gens peuvent se poser des questions, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas un enfant, vous travaillez pour qui? Écoutez, je travaille un peu pour tout le monde. Voilà. Il y a des gens qui vont travailler pour leur famille. Moi, je ne vais pas dire que je vais travailler pour l'humanité, c'est pas ça. Mais je vais... Pour les plus faibles. Pour les plus faibles. Pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un soutien financier, psychologique. Même un soutien psychologique. Vous savez, j'ai vu une fois au Sénégal une personne, elle était venue nous saluer et elle n'attendait rien. Et puis, elle vient nous parler, on discute, etc. Et puis on l'a trouvée dans une extrême pauvreté. Et puis j'ai été accompagnée d'un ami journaliste. Et l'ami journaliste lui a donné 400 francs CFA. Je crois que c'est 55 centimes d'euros, quelque chose comme ça. Si vous saviez comme elle était contente cette dame. Parce que depuis des mois, il y avait personne qui lui avait donné quelques pièces. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a marché. Alors nous ensuite on est parti en voiture dans un autre village. Et bien elle a marché du village où elle était, de l'autre village, pour nous emmener des pommes de terre, pour nous remercier. C'est vraiment... Non mais c'est vrai que voilà. la plupart des gens qui sont pauvres, ils ont un cœur extraordinaire. Ah oui, c'est extraordinaire. Quand vous voyez ça, c'est magnifique. Alors, oui, alors moi je me dis, je fais les choses à mon niveau petit à petit, mais je ne suis pas toute seule. J'ai toute une équipe derrière qui m'aide parce que toute seule, on ne fait rien. Toute seule, on ne fait rien. On est obligé d'avoir des gens. Et toute seule. Et même quand vous donnez 10 euros, vous savez, en France, 10 euros, c'est insignifiant. En Afrique, vous vous rendez compte, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà. Ça permet de faire
remplir une marmite, alors qu'en France, c'est compliqué. Merci maître de m'avoir accueilli. On vous souhaite une très très bonne continuation. Merci à vous. Merci. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Au revoir.